Le mariage de la décennie devait être le couronnement de la vie de Monique de Saint-Hubert, le jour où elle effacerait enfin l'erreur de son fils de l'histoire familiale. Elle avait tout planifié à la seconde près, y compris l'acte ultime de cruauté, inviter l'ex-petit ami au cœur brisé de son fils, juste pour lui frotter le nez dans son nouveau bonheur opulent. Monique voulait un témoin pour sa victoire. Au lieu de cela, elle a invité sa propre destruction. Lorsque les lourdes portes de la chapelle se sont ouvertes, l'ex n'est pas entrée en pleurant. Elle n'est pas entrée seule. Elle est entrée avec deux petits garçons qui portaient le visage du marié, portant un secret qui allait changer le champagne en poison et réduire la salle entière au silence. Voici l'histoire de la façon dont l'arrogance d'une mère lui a tout coûté. L'enveloppe était faite d'un papier cartonné épais de couleur crème, le genre qui coûte plus cher qu'une semaine de budget course pour une personne moyenne. Elle trônait sur le modeste comptoir de cuisine de Manon Lefebvre comme une mine antipersonnelle en sommeil. La calligraphie était gaufrée à la feuille d'or, tourbillonnante et prétentieuse, épelant les noms qui lui retournaient l'estomac. Lucas de Saint-Hubert et Chloé de Vendeuvre. Manon la fixa, son café refroidissant entre ses mains. Cela faisait 4 ans. 4 ans depuis cette nuit trempée de pluie où Lucas, l'air pâle et pathétique, s'était assis dans son vieil appartement pour lui dire qu'il n'en pouvait plus. Il n'avait pas rompu avec elle parce qu'il avait cessé de l'aimer. Il avait rompu parce que sa mère, la redoutable Monique de Saint-Hubert, avait menacé de le couper de la fortune familiale s'il n'épousait pas quelqu'un avec un pédigré. « Ce n'est pas toi, Manon », avait bégayé Lucas, évitant son regard. « C'est juste que mon monde est différent. Mère dit que nous devons être réalistes. » Manon n'avait pas supplié. Elle n'avait pas crié. Elle avait simplement ouvert la porte et lui avait dit de partir. Elle avait conservé sa dignité ce soir-là, même si son cœur se brisait en un million de morceaux méconnaissables. Mais le véritable coup dur est survenu 3 semaines plus tard, lorsque les nausées ont commencé. Au moment où elle a vu les 2 lignes roses sur le test, Lucas était déjà en Europe pour un voyage de « guérison » orchestré par Monique, et le numéro de téléphone de Manon avait été bloqué par le domaine des Saint-Hubert. Maintenant, cette invitation. Manon retourna la carte. Il y avait une note manuscrite au dos, rédigée dans une cursive agressive et dentelée. « J'ai pensé que tu devrais voir à quoi ressemble le vrai bonheur. Viens donc. Nous t'avons réservé une place au fond, pour le bon vieux temps. Monique. » Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était un poignard. Monique voulait s'assurer que Manon sache qu'elle avait perdu. Elle voulait parader la mariée héritière, Chloé, devant la serveuse que Lucas s'était autrefois abaissé à fréquenter. « Maman ?» Une petite voix ensommeillée brisa sa transe. Manon se retourna pour voir Léo, 4 ans, se frottant les yeux. Debout juste derrière lui se trouvait son jumeau identique, Théo. Ils étaient le portrait craché de leur père. Les mêmes cheveux bouclés foncés, les mêmes yeux bleus perçants, la même mâchoire obstinée. Mais ils avaient le feu de Manon. « Je suis là, mon bébé », dit Manon en prenant Léo dans ses bras. Elle regarda les garçons, puis l'invitation. Pendant 4 ans, elle avait lutté. Elle avait fait des doubles services, terminé sa capacité en droit le soir, et élevé 2 garçons seuls sans prendre un centime au Saint-Hubert. Elle les avait protégés de la toxicité de Monique. Mais Monique avait piqué l'ours. Elle avait invité Manon dans la fosse au lion, s'attendant à une souris effrayée. Le regard de Manon se durcit. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de sa meilleure amie Léa, qui travaillait comme styliste pour l'élite de la ville. « Léa, » dit Manon, sa voix étrangement calme. « J'ai besoin d'une robe, et j'ai besoin de 2 smokings miniatures. Nous allons à un mariage. » Le château de la Loire des Saint-Hubert était un manoir tentaculaire qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Des haies parfaitement taillées bordaient l'allée, et une flotte de voitures de luxe, des Citroën DS de collection et autres raretés, étaient déjà garées en rang parfait. L'air sentait le parfum coûteux et la vieille France. À l'intérieur de la grande salle de bal, Monique de Saint-Hubert tenait court. Elle portait une robe argentée qui scintillait comme des écailles de poisson, son cou drapé de diamants qui appartenait à la famille depuis des générations. Elle sirotait un champagne millésimé, ses yeux scannant la pièce avec le regard prédateur d'un faucon. « Tout est-il parfait ?» demanda Monique à Françoise, l'une de ses amies mondaines qui appréciait la misère des autres presque autant que Monique. « Impeccable, » ronronna Monique. « Lucas est très beau, n'est-ce pas ?
Et Chloé apporte une dot qui fusionnera nos voies maritimes avec l'empire technologique de son père. C'est une fusion faite au paradis, dit Françoise. Et l'affaire non réglée. Chuchota TL en haussant un sourcil. As-tu vraiment invité la domestique? Monique rit, un son froid et tintinabulant. Je l'ai fait. Je veux qu'elle voie ça. Je veux qu'elle réalise qu'elle n'était qu'un bouche-trou, un exemple à ne pas suivre. Je veux que Lucas la regarde dans sa robe de prêt-à-porter bon marché et qu'il regarde ensuite Chloé en Chanel et réalise que je l'ai sauvée. À l'avant de la salle, Lucas se tenait près de l'autel. Il avait l'air fringant dans son smoking sur mesure, mais ses yeux étaient vides. Il faisait les gestes machinalement, souriant quand on le lui demandait, serrant la main d'homme qu'il ne connaissait pas. C'était un homme qui avait été vidé de sa substance. Il aimait assez bien Chloé. Elle était agréable, sûre et approuvée. Mais elle ne faisait pas s'arrêter le monde de tourner lorsqu'elle entrait dans une pièce. La cérémonie devait commencer dans 10 minutes. Les invités prenaient place. Le quatuor à cordes commença à jouer une mélodie douce et mélodieuse. Soudain, les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal s'ouvrirent en gémissant. Habituellement, les retardataires se faufilaient, tête basse, honteux d'interrompre, mais la silhouette qui se tenait dans l'encadrement de la porte ne se faufilait pas. La salle tomba dans le silence, commençant par les rangées arrière et se propageant vers l'avant comme une vague. Manon Lefebvre se tenait encadrée par la lumière du soleil de l'après-midi. Elle ne portait pas une robe bon marché. Elle portait une robe longue en velours bleu nuit profond qui épousait ses courbes et laissait ses épaules nues. C'était la couleur d'un ciel d'orage. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant des pendants d'oreilles en diamant qui accrochaient la lumière. Elle avait l'air royale, dangereuse et d'une beauté à couper le souffle. Mais ce n'était pas la robe qui provoqua les hoquets de surprise. Tenant sa main gauche, il y avait un petit garçon dans un smoking noir parfaitement taillé. Tenant sa main droite, sa copie conforme. Léo et Théo marchaient avec une assurance qui défiait leur âge. Ils regardaient autour de la pièce avec de grands yeux curieux, des yeux d'un bleu Saint-Hubert terrifiant et indéniable. Monique laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa sur le sol en marbre, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Les éclats se dispersèrent, scintillant dans une flaque de liquide coûteux. Mais personne ne baissa les yeux. Chaque paire d'yeux était fixé sur la femme marchant dans l'allée centrale. Non pas comme une mariée, mais comme un conquérant. Lucas, entendant le verre se briser, leva les yeux de l'autel, son souffle coupé dans sa gorge, la couleur drainée de son visage si vite qu'il semblait sur le point de s'évanouir. Il vit Manon plus éblouissante qu'il ne l'avait jamais vue. Et puis il les vit, eux. Les garçons. Ils avaient son nez. Ils avaient son menton. Ils avaient le regard des Saint-Hubert. Oh mon Dieu, chuchota le témoin, qui avait été le camarade de chambre de Lucas à l'université. Lucas, est-ce que ce sont? Manon ne s'arrêta pas. Elle ne regarda pas les invités qui chuchotaient derrière leurs mains. Elle marcha droit vers la section que Monique lui avait moqueusement réservée, le dernier rang. Mais elle ne s'assit pas là. Elle s'arrêta à mi-chemin de l'allée, juste là où les familles étaient assises. Elle croisa le regard de Monique. La bouche de Monique s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Sa réalité soigneusement construite se fissurait. Elle avait invité un fantôme pour hanter son fils. Mais le fantôme avait amené l'avenir avec elle. Vous m'avez invité, Monique, dit Manon, sa voix claire et mélodieuse, portant à travers le hall silencieux. J'ai pensé qu'il serait impoli de ne pas vous présenter vos petits-fils. Le mot « petit-fils » resta suspendu dans l'air, lourd et étouffant. Chloé, la mariée, sortit de la pièce latérale où elle attendait de faire son entrée. Elle vit le marié figé. Elle vit la femme en bleu. Elle vit les jumeaux. Lucas. La voix de Chloé tremblait. Lucas, qui sont-ils? Lucas ne pouvait pas parler. Il descendit de l'autel, trébuchant légèrement. Il passa devant sa mère qui agrippait ses perles comme si elles étaient une bouée de sauvetage. Il marcha vers Manon et les garçons. Il tomba à genoux devant Léo et Théo. Léo pencha la tête. Maman, c'est le méchant monsieur. L'innocence de la question fut plus dévastatrice que n'importe quelle insulte. Manon baissa les yeux vers l'homme qu'elle avait aimé autrefois, l'homme qui avait laissé sa mère la jeter comme une ordure. Non, Léo, dit Manon doucement,
assez fort pour que les 3 premiers rangs entendent. Ce n'est pas un méchant monsieur. C'est juste un homme qui ne s'est pas battu pour nous. Monique sortit de son choc, son visage tordu en un masque de fureur. Elle marcha vers eux, ses talons claquant agressivement sur le sol en pierre. « Comment oses-tu » siffla Monique, bien que sa voix vacilla. « Comment oses-tu amener ces acteurs engagés dans ma maison en ce jour? C'est du chantage. » « Sécurité. »« Sécurité ?» Manon rit. Elle fouilla dans une pochette et en sortit un morceau de papier plié. Ce n'était pas une arme. C'était un document. J'ai apporté les résultats ADN, Monique, et les certificats de naissance. Vous voyez, je savais que vous diriez ça. Vous n'êtes rien si ce n'est prévisible. Elle tendit les papiers, non pas à Monique, mais à Lucas. Je ne suis pas venu arrêter le mariage, dit Manon, ses yeux se déplaçant vers la mariée horrifiée, Chloé. Je suis venu parce que vous avez envoyé une invitation chez moi pour se moquer de moi. Vous vouliez me montrer ce que j'avais raté. Alors, je vous rends l'appareil. Je voulais vous montrer ce que vous avez raté. Elle fit un geste vers les garçons. Voici Léo et Théo. Ils auront 4 ans la semaine prochaine. Ils sont intelligents. Ils sont gentils. Et ce sont des Saint-Hubert. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne savaient pas que vous existiez. Lucas prit les papiers avec des mains tremblantes. Il regarda les dates de naissance. Il fit le calcul. Cela s'alignait parfaitement avec la rupture. Tu savais? Lucas leva les yeux vers sa mère. La réalisation se levait en lui. Une tempête sombre et terrible. Mère, tu la surveillais. Tu m'as dit qu'elle avait déménagé. Tu m'as dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre immédiatement. Elle l'a fait. Hurla Monique, désespérée de reprendre le contrôle. C'est une croqueuse de diamants, Lucas. Elle a attendu jusqu'à aujourd'hui pour te piéger. Je ne veux pas de votre argent, Monique, coupa Manon, sa voix glaciale. Je gagne le mien. Je possède mon propre cabinet maintenant. Je suis venu ici avec ma propre voiture. Je suis ici pour vous montrer que vous ne m'avez pas brisée. Vous m'avez construite. Le murmure dans la foule se transformait en un grondement. Les téléphones étaient sortis. Les gens filmaient. Le mariage du siècle se transformait en scandale de la décennie. Chloé, la mariée, regarda Monique, puis Lucas, qui était toujours à genoux, pleurant en regardant ses fils. Chloé jeta son bouquet par terre. Je pense, dit Chloé, sa voix coupant à travers le bruit, que le mariage est annulé. Mais le drame était loin d'être terminé. Car alors que Lucas tendait la main pour toucher celle de Théo, le petit garçon recula et se cacha derrière la robe de velours de Manon. Je ne te connais pas, dit Théo. C'était un rejet qui faisait plus mal que la rupture d'il y a 4 ans. Et regardant depuis les coulisses, le visage de Monique passa de la colère à la terreur. Elle réalisa qu'en essayant d'humilier Manon, elle venait d'exposer ses propres mensonges à son fils, à son cercle social et à ses investisseurs. Et Manon, elle sourit juste, un sourire froid et satisfait. Venez, les garçons, dit Manon en se retournant. Nous avons vu le spectacle. Il est temps d'aller manger des sorbets artisanaux. Attends. Hurla Lucas, se remettant sur ses pieds. Manon, attends, s'il te plaît. Il courut après elle, laissant sa mère et sa mariée debout dans les décombres de la journée parfaite. Le gravier de l'allée crissa sous les chaussures habillées cirées de Lucas alors qu'il sprintait devant les voituriers choqués. La chaleur du soleil de l'après-midi battait sur son cou, contrastant fortement avec l'effroi froid qui s'accumulait dans son estomac. « Manon !» cria-t-il, sa voix se brisant. « Manon, arrête, s'il te plaît. » Manon venait de finir d'attacher Léo et Théo dans leur siège auto à l'arrière de son élégant Renault Espace noir. Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la portière conducteur. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait affaire à un démarcheur téléphonique persistant plutôt qu'au père de ses enfants. Elle se tourna lentement. « Retourne à l'intérieur, Lucas. Ta mère est probablement en train de faire une rupture d'anévrisme. Elle a besoin de toi. » Je me fiche d'elle, halta Lucas, s'arrêtant à quelques mètres. Il regarda les vitres arrière teintées de la voiture, essayant d'apercevoir les garçons.
Je me soucie d'eux. Sont-ils vraiment? Ne pose pas de questions dont tu connais déjà la réponse, le coupa Manon, la voix tranchante. Tu les as vus. Tu as vu leurs yeux, tu le sais. Lucas passa une main dans ses cheveux, ébouriffant sa coiffure de mariée parfaite. 4 ans, Manon. 4 ans. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais tout quitté. Je serais venu pour toi. Manon rit, un son sec et sans humour. Elle s'écarta de la voiture, réduisant la distance entre juste assez pour baisser la voix afin que les enfants n'entendent pas. Tu serais venu, se moqua-t-elle doucement. Lucas, je t'ai appelé le soir où je l'ai découvert. J'ai appelé le domaine. J'ai appelé ton portable. J'ai même écrit une lettre physique, et je l'ai envoyée à ton appartement en ville. Lucas secoua la tête, la confusion obscurcissant ses yeux. Je n'ai jamais reçu d'appel. Je n'ai jamais reçu de lettre. J'étais à Paris. Mère a dit que tu avais changé de numéro. Ta mère, dit Manon, crachant les mots comme du poison, a répondu à mon appel sur la ligne du domaine. Elle m'a dit que si jamais j'essayais de te contacter à nouveau, elle m'enterrerait sous les frais juridiques jusqu'à ce que je sois sans abri. Elle a dit que tu étais passé à autre chose, que tu étais dégoûté par notre aventure. Elle a renvoyé ma lettre non ouverte, Lucas, avec la mention au retour à l'envoyeur tamponnée à l'encre rouge. Lucas recula comme s'il avait été frappé. Les souvenirs de cet été à Paris refirent surface. Comment sa mère avait constamment plané autour de lui, gérant son téléphone, filtrant son courrier, lui disant de se concentrer sur sa guérison. Elle m'a volé mes fils, chuchota Lucas, l'horreur se dessinant sur son visage. Elle a essayé de me les voler aussi, dit Manon, ses yeux lançant des éclairs. Sais-tu à quel point c'est dur d'élever des jumeaux seuls? Tout en finissant tes études de droit? Sais-tu ce que c'est que d'acheter du lait maternisé avec de la petite monnaie tout en regardant ton ex-petite amie aux actualités? Assistant à des galas sur des yachts? Études de droit? Lucas la regarda, la regardant vraiment. Pour la première fois. La robe en velours, l'assurance, la voiture. Tu es avocate. Je suis propriétaire du cabinet Lefebvre et Associés, dit Manon avec un sombre sentiment de satisfaction. Je me spécialise dans la fraude d'entreprise et le droit de la famille. J'ai construit ma vie sur les cendres que ta mère a laissées derrière elle. Je n'ai pas besoin de ton argent, Lucas. Et je n'ai certainement pas besoin de ta pitié. Elle se retourna vers la portière de la voiture. Attends. Lucas fit un pas en avant, tendant la main mais n'osant pas la toucher. Que se passe-t-il maintenant? Tu ne peux pas juste me les montrer et partir. Ce sont mes fils. Manon ouvrit la porte et regarda par-dessus son épaule. La lumière du soleil attrapa le diamant de sa boucle d'oreille, le faisant clignoter comme un voyant d'avertissement. Tu as fait ton choix il y a 4 ans quand tu as laissé ta mère décider de ton avenir. Elle a dit que tu voulais un pédigré, Lucas. Tu voulais la vie facile. Eh bien, tu l'as. Va épouser Chloé. Fusionne tes entreprises. Sois le bon petit héritier Saint-Hubert. Je ne peux pas l'épouser maintenant. Cria Lucas. Manon, je t'aime ENC. Elle l'arrêta. N'ose pas dire que tu m'aimes encore. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de défier ta mère, mais tu es trop faible pour le faire réellement. Adieu, Lucas. Elle se glissa sur le siège conducteur. Le moteur rugit, un grondement puissant et profond. Alors qu'elle s'éloignait, soulevant la poussière, Lucas resta seul dans l'allée, regardant les feux arrière s'estomper. Il ressentit un vide dans sa poitrine qu'aucune somme d'argent ne pourrait combler. Il se retourna et regarda le manoir. Les invités du mariage se déversaient sur la terrasse, chuchotant, pointant du doigt. La tristesse de Lucas s'évapora, remplacée par une rage chauffée à blanc qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il marcha d'un pas décidé vers le lieu de réception. Il n'allait pas à l'hôtel. Il allait à la guerre. À l'intérieur de la suite nuptiale, Monique faisait les 100 pas, aboyant frénétiquement des ordres dans son téléphone. Appelez l'équipe de relations publiques. Dites-leur que c'était une blague. Une employée mécontente. Je me fiche de ce que vous avez à dire. Enterrez l'histoire. Elle raccrocha violemment alors que Lucas enfonçait la porte d'un coup de pied.
le bois éclata près de la serrure. Monique sursauta, agrippant sa poitrine. Lucas, Dieu merci. Écoute, nous pouvons sauver la situation. Chloé est bouleversée, mais son père est un pragmatique. Si nous publions une déclaration niant la paternité. Tais-toi, dit Lucas. Sa voix était dangereusement calme. Monique se figea. Pardon? Dit-elle. Tais-toi. Lucas entra dans la pièce. Il regarda la femme qui avait contrôlé chacun de ses souffles pendant 30 ans. Tu savais. Tu savais qu'elle était enceinte. Monique redressa sa colonne vertébrale, ses yeux se plissant. Je t'ai protégé. C'était une serveuse, Lucas. Une moins que rien. Elle t'aurait entraîné dans la médiocrité. J'ai fait ce qui était nécessaire pour préserver l'héritage de cette famille. L'héritage? Lucas rit. Un son maniaque. Tu parles d'héritage. Tu viens juste de t'assurer que tes petits-fils, les seuls héritiers de cette famille, grandiront en te haïssant. Tu as renvoyé sa lettre. Tu l'as menacé. Je t'ai acheté un avenir. Hurla Monique. Je t'ai donné le monde. Tu m'as donné une cage, cracha Lucas. Il arracha la boutonnière de son revers et la jeta par terre. Le mariage est annulé. La fusion est morte. Et mère, si jamais tu essaies de t'approcher de moi ou de ces garçons, je brûlerai cette maison jusqu'aux fondations. Il se tourna et sortit, laissant Monique de Saint-Hubert seule dans une pièce pleine de fleurs inutilisées, réalisant pour la première fois que son contrôle avait finalement cédé. Le scandale ne fit pas qu'éclater, il explosa. Dès le lendemain matin, la vidéo de Manon marchant dans l'allée avec les jumeaux avait été vue 10 millions de fois. Les hashtags La revanche de la serveuse et jumeaux Saint-Hubert étaient en tendance mondiale. Internet, habituellement un lieu divisé, était presque unanimement du côté de Manon. L'image de la mère royale protégeant ses enfants contre la méchante reine Monique était trop parfaite pour y résister. Manon était assise dans son bureau au cabinet Lefebvre et Associés 3 jours plus tard. C'était un bureau d'angle avec des baies vitrées donnant sur la ville. Son bureau était couvert de dossiers, mais ses yeux étaient rivés sur la télévision fixée au mur. Un présentateur parlait gravement. L'action de Saint-Hubert Industries a chuté de 12% depuis le mariage désastreux de samedi. Les investisseurs s'interrogent sur la stabilité de la direction après que la PDG Monique de Saint-Hubert a été accusée de dissimuler ses propres petits-enfants. Pendant ce temps, Lucas de Saint-Hubert aurait quitté le domaine familial et séjournerait à l'hôtel Saint. Régis. Manon coupa le son de la télé. Elle sentit un mal de tête se former derrière ses yeux. Elle n'avait pas fait cela pour la célébrité. Elle l'avait fait pour tourner la page. Mais maintenant, la bête qu'elle avait piquée se réveillait. Son interphone bourdonna. « Maître, il y a une visiteuse pour vous. Elle n'a pas de rendez-vous. Mais elle dit que c'est urgent. Je ne donne pas d'interview à la presse, Léa. » Manon soupira. Ce n'est pas la presse, la voix de son assistante baissa. C'est Chloé de Vendeuvre. Le stylo de Manon se figea en l'air. La mariée. Fais-la entrer. Manon se racla la gorge, ses muscles se tendant. Elle s'attendait à une dispute. Elle s'attendait à une gifle. Elle se prépara à une bagarre. Mais quand la porte s'ouvrit, Chloé ne ressemblait en rien à la mariée radieuse de samedi. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, un trench coat et un foulard enroulé autour de sa tête. Elle ressemblait à une espionne en fuite. Chloé ferma la porte et s'appuya contre elle, expirant profondément. Elle retira ses lunettes. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Je ne suis pas venu pour te crier dessus, » dit Chloé doucement. Manon fit signe vers la chaise en face de son bureau. « Alors pourquoi êtes-vous là? Pour me demander de m'excuser d'avoir gâché votre grand jour? » « Mon grand jour était une transaction commerciale, » dit Chloé, se laissant tomber dans la chaise. « Je savais que Lucas ne m'aimait pas. Pas vraiment, mais je pensais qu'il était décent. Je pensais que sa famille était honorable. » Elle leva les yeux vers Manon. « Tu m'as sauvé, Manon. » Manon cligna des yeux, surprise. « Je l'ai fait? Si je l'avais épousé et découvert l'existence des jumeaux plus tard, ou si j'avais eu des enfants avec lui et que Monique avait essayé de les contrôler? » Chloé frissonna.
J'ai vu la façon dont elle regardait tes garçons. Comme s'ils étaient une propriété. Comme s'ils étaient du bétail à marquer. Chloé fouilla dans son sac de créateur et en sortit une clé USB. Elle la fit glisser sur le bureau en acajou. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Manon. Mon père était furieux de l'embarras, expliqua Chloé. Il voulait détruire les Saint-Hubert, alors il a demandé à ses enquêteurs privés de fouiller dans le passé de Monique. Nous allions l'utiliser comme levier pour récupérer notre investissement. Chloé fit une pause. Mais je pense que tu en as plus besoin que moi. Manon prit la clé. Qu'y a-t-il dessus? Des preuves, chuchota Chloé. La preuve que Monique de Saint-Hubert n'a pas seulement caché tes lettres. Elle a payé un médecin pour falsifier des dossiers. Il y a 4 ans, quand tu es allé à la clinique pour ta première échographie, la clinique appartenait à une filiale de Saint-Hubert Corp. Elle a accédé illégalement à tes dossiers médicaux. Elle connaissait le sexe des bébés avant toi. Elle te traquait, Manon, depuis des années. Un frisson parcourut l'échine de Manon. L'idée que Monique l'avait observée, tapie dans l'ombre pendant que Manon luttait pour payer son loyer, était nauséabonde. Pourquoi me donner ça? Demanda Manon. Parce qu'elle n'a pas fini, avertit Chloé. J'ai entendu mon père parler à ses avocats. Monique prévoit de demander la garde d'urgence. Elle va prétendre que tu es mentalement instable et que tu as mis en scène l'interruption du mariage pour causer des dommages émotionnels aux enfants. Elle va essayer de te les prendre, Manon. Elle a besoin d'héritiers pour stabiliser le cours de l'action. Lucas refuse de lui parler, alors elle va le contourner et s'attaquer directement au garçon. La main de Manon se referma fermement sur la clé USB. Ses articulations devinrent blanches. La tristesse qu'elle avait ressentie plus tôt disparut, remplacée par l'instinct froid et tranchant d'une louve protégeant ses petits. Quel essai, dit Manon, sa voix descendant d'une octave. Je connais la loi mieux qu'elle, et cette fois, je ne suis pas la jeune fille effrayée de 20 ans qu'elle a intimidée. Fais attention, Chloé se leva, boutonnant son manteau. Elle a des juges dans sa poche. Elle a les médias. Elle a des milliards. Elle a de l'argent, corrigea Manon, se levant pour serrer la main de Chloé. Mais j'ai la vérité. Et grâce à toi, j'ai l'arme. Alors que Chloé partait, Manon brancha la clé USB sur son ordinateur. Elle regarda les fichiers s'afficher à l'écran. Email, virements bancaires, journaux de surveillance, tout y était. Juste à ce moment, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Maître Lefebvre? Une voix grave et onctueuse parla. Ici Maître Nicolas, représentant Madame Monique de Saint-Hubert. Manon sourit d'un sourire dangereux. Elle connaissait ce nom. Le requin le plus cher de la ville. Maître Nicolas, répondit Manon calmement. J'attendais votre appel. Nous déposons une requête d'urgence pour la garde temporaire des enfants mineurs, Léo et Théo Lefebvre, au nom de leur grand-mère, déclara l'avocat, le ton ennuyé et arrogant. Nous alléguons une aliénation parentale et une détresse émotionnelle. Nous attendons que vous remettiez les passeports des enfants avant 17 h aujourd'hui. Je ne ferai pas ça, dit Manon. Alors nous nous verrons au tribunal demain matin. Et Maître Lefebvre, apportez une brosse à dents. Madame de Saint-Hubert a l'intention de demander votre incarcération pour harcèlement. Je vous verrai là-bas, Nicolas, dit Manon. Et dites à Monique de porter quelque chose de confortable. Ça va être une longue journée. Elle raccrocha le téléphone. Elle regarda la photo de Léo et Théo sur son bureau, leur visage souriant couvert de glace au chocolat. Monique voulait une bagarre. Elle voulait un drame judiciaire. Manon fit craquer ses articulations. D'accord, grand-mère, jouons. La salle d'audience était bondée. Il semblait que Monique de Saint-Hubert avait non seulement engagé l'équipe juridique la plus agressive de l'État, mais avait aussi divulgué lors de l'audience à la presse. Elle voulait un spectacle. Elle voulait que le monde la voie sauver ses pauvres petits-enfants négligés des griffes d'une femme vengeresse. Monique était assise à la table des plaignants, incarnant l'image du chagrin élégant. Elle portait un tailleur noir modeste, ses perles remplacées par une simple chaîne en or. Elle tamponnait des yeux secs avec un mouchoir en soie. À côté d'elle était assis son avocat principal, Maître Stéphane, un homme connu sous le nom de « le boucher » dans les cercles juridiques pour sa capacité à déchirer les familles.
Manon était assise seule à la table de la défense. Elle n'avait pas besoin d'avocat. Elle en était une. Elle portait un blazer cramoisi pointu qui signalait qu'elle n'était pas là pour pleurer. Elle était là pour se battre. « Levez-vous » aboya l'huissier. La juge Valérie, une femme sévère réputée pour sa tolérance zéro envers le théâtre judiciaire, entra. Elle regarda la galerie débordante et fronça les sourcils. C'est un tribunal des affaires familiales, pas un cirque. Un seul éclat et je fais évacuer la salle. Maître Stéphane, votre ouverture. Stéphane se leva, boutonnant sa veste. Il marcha vers le juge, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'une tragédie s'est produite. 2 enfants innocents, héritiers de l'un des patrimoines les plus importants du pays, ont été cachés dans la pauvreté par une mère dont le jugement est obscurci par l'amertume. Mademoiselle Lefebvre a dissimulé l'existence de ses enfants à leur père et à leur grand-mère pendant 4 ans. Elle vit dans une location de 2 chambres dans un quartier à forte criminalité. Elle travaille de longues heures. Nous avons des témoignages suggérant qu'elle laisse les enfants à des voisins non agréés. Nous demandons que la garde temporaire immédiate soit accordée à Madame Monique de Saint-Hubert, où les garçons pourront recevoir la sécurité, l'éducation et les soins médicaux qu'ils méritent. Il se tourna pour regarder Manon avec un rictus. Ces enfants sont des Saint-Hubert. Ils ne devraient pas être punis pour l'orgueil de leur mère. Manon ne broncha pas. Quand ce fut son tour, elle se leva lentement. Votre honneur, dit Manon, sa voix stable. Maître Stéphane parle d'héritage et d'héritier. Je parle d'enfants. Léo et Théo sont heureux, en bonne santé et aimés. Ils ne savent pas qui sont les Saint-Hubert, et franchement, jusqu'à il y a 3 jours, les Saint-Hubert ne se souciaient pas de savoir qui ils étaient. Objection. Aboya Stéphane. Ma cliente ne savait pas qu'ils existaient. N'est-ce pas? Défia Manon. Je voudrais soumettre la pièce à. Elle marcha vers le banc et remit une pile de documents, les impressions de la clé USB de Chloé. Ce sont des factures, expliqua Manon, se tournant vers la galerie. Datées d'il y a 4 ans, payées par une société écran appartenant à Monique de Saint-Hubert. Ce sont des paiements au docteur Harris, mon ancien gynécologue, pour des frais de consultation. Les dates coïncidant exactement avec mes contrôles prénataux. Madame de Saint-Hubert savait que j'étais enceinte. Elle savait que je portais des jumeaux. Elle connaissait leur sexe, et elle a choisi de cacher cette information à son propre fils pour s'assurer qu'il aille au bout d'une fusion commerciale. La salle d'audience éclata en murmures. Le visage de Monique devint pâle. Elle se pencha et siffla quelque chose à Stéphane. « C'est fabriqué !» cria Stéphane. « C'est du oui-dire. »« J'ai les numéros de routage bancaire, votre honneur, » dit Manon calmement. « Mais si vous avez besoin d'un témoin de moralité pour établir l'aptitude de Madame de Saint-Hubert en tant que tutrice, je voudrais appeler le père des garçons à la barre. » Les portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent. Lucas de Saint-Hubert entra. Il avait l'air terrible. Il ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Il ne portait pas de costume. Il portait un jean et une chemise boutonnée froissée. Il ressemblait à un homme qui avait traversé le feu. Les yeux de Monique s'écarquillèrent. Elle se leva à moitié. Lucas, n'ose pas. Asseyez-vous, Madame de Saint-Hubert. Claqua la juge Valérie. Lucas prit place à la barre. Il regarda sa mère avec un mélange de pitié et de dégoût. Monsieur de Saint-Hubert, demanda Manon, le traitant comme un étranger. Saviez-vous pour vos fils? Non, dit Lucas, sa voix rauque. Je ne savais pas. Diriez-vous que votre mère est une tutrice apte pour Léo et Théo? La pièce devint silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Lucas regarda Monique. Il pensa aux années de manipulation, aux mensonges, à la façon dont elle l'avait traité comme un actif plutôt que comme un fils. Non, dit Lucas clairement. Ma mère aime le contrôle plus qu'elle n'aime les gens. Elle ne veut pas la garde de Léo et Théo parce qu'elle les aime. Elle les veut parce que le prix de ses actions chute et qu'elle a besoin de bonnes relations publiques. Elle les voit comme des accessoires. Monique halta, agrippant sa poitrine théâtralement, mais personne n'y croyait. Et vous, monsieur de Saint-Hubert? Demanda Manon, ses yeux s'adoucissant juste une fraction.
voulez-vous la garde? Lucas regarda Manon. Il vit la force dans sa mâchoire, la façon dont elle se tenait, protégeant l'avenir de leurs enfants. Je n'ai aucun droit de demander la garde, dit Lucas, choquant tout le monde. Je n'étais pas là. Je ne les ai pas protégés. Manon l'a fait. Elle est le seul parent qu'ils connaissent. Les lui enlever serait cruel. Je veux juste la chance de gagner ma place dans leur vie. Pas en tant que Saint-Hubert, juste en tant que leur papa. La juge Valérie hocha la tête, griffonnant sur son bloc-notes. Elle regarda par-dessus ses lunettes vers Monique. Madame de Saint-Hubert, votre requête pour la garde d'urgence est rejetée. De plus, sur la base des preuves de violation du secret médical, j'émets une ordonnance restrictive temporaire. Vous devez rester à 150 mètres de mademoiselle Lefebvre et de ses enfants jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. C'est un scandale. Hurla Monique, perdant entièrement son sang-froid. Je suis Monique de Saint-Hubert. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je viens de le faire. La juge Valérie frappa avec son marteau. L'audience est levée. La victoire faisait du bien. Mais alors que Manon sortait du tribunal, l'adrénaline retomba. Elle était épuisée. Les flashs des appareils photo à l'extérieur étaient aveuglants, mais une grande main apparut, protégeant ses yeux. C'était Lucas. Il la guida à travers la foule de journalistes jusqu'à sa voiture. Merci, dit-elle raidement, déverrouillant la porte. Je pensais ce que j'ai dit là-dedans, dit Lucas, debout sur le trottoir. Je ne veux pas te les prendre, mais je veux les connaître, Manon. S'il te plaît. Manon le regarda. Il avait fait exploser sa vie pour elle dans cette salle d'audience. Il avait publiquement humilié sa mère et détruit son propre héritage. Samedi, dit-elle finalement. Nous allons au parc à 10 heures. Si tu es en retard, ne prends pas la peine de venir. Je serai là à 8 heures, promit Lucas. Mais quand samedi arriva, la réalité de la nouvelle vie de Lucas le frappa de plein fouet. Il avait été complètement coupé des vivres. Monique avait gelé ses fonds fiduciaires, l'avait exclu des comptes de l'entreprise et avait même fait saisir sa voiture de fonction. Pour la première fois de ses 30 ans de vie, Lucas de Saint-Hubert avait 400 € en poche et aucune carte de crédit. Il arriva au parc à 9h30, ayant pris 3 correspondances en TER et en métro parce qu'il ne pouvait pas se permettre un taxi et ne savait pas comment utiliser les transports en commun. Il transpirait, sa chemise tachée, portant un sac en plastique bon marché avec 2 camions jouets qu'il avait achetés dans un magasin discount. Manon était déjà là, assise sur un banc, regardant Léo et Théo chasser les canards près de l'étang. Elle vit Lucas approcher, échevelé, anxieux, ne ressemblant en rien à un milliardaire. Elle ne sourit pas, mais elle ne fit pas la grimace non plus. Elle pointa simplement l'espace vide sur le banc. « Tu as pris le métro ?» demanda-t-elle, lorgnant son ticket froissé qui dépassait de sa poche. « Ouais, » rit Lucas nerveusement. « C'est plus bruyant qu'une limousine. » « Pourquoi n'as-tu pas pris ta voiture ?»« Mère a pris les voitures, » admit Lucas, regardant ses baskets. « Elle a tout pris, Manon. L'appartement, les cartes, les accès. Je dors actuellement sur le canapé de mon ami David. Je dois trouver un travail lundi. » Manon le fixa. Elle s'était attendue à ce qu'il se batte pour les enfants en utilisant son argent. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il devienne pauvre pour le faire. « Pourquoi ne t'es-tu pas simplement excusé auprès d'elle ?» demanda Manon. Elle t'aurait tout rendu. Parce que... Lucas regarda les jumeaux courir en rond. Je préfère être pauvre et pouvoir les regarder sans honte que d'être riche et être sa marionnette. J'ai raté leur premier pas, Manon. J'ai raté leur premier mot. Je ne raterai rien d'autre. Maman. Léo arriva en courant, tenant une plume. Il s'arrêta quand il vit Lucas. Il plissa les yeux. C'est le monsieur qui pleure ? Lucas grimaça. Salut, Léo. Ouais, je suis. J'étais le monsieur qui pleure. Je suis Lucas. Léo regarda le sac en plastique. C'est quoi ça ? J'ai apporté ça. Lucas tendit le sac maladroitement. Léo l'ouvrit. Il sortit les camions en plastique bon marché. Ce n'étaient pas les modèles coûteux à pile que Monique aurait achetés.
C'étaient de simples jouets à pousser. Le visage de Léo s'illumina. Théo, regarde. Des camions bennes. Théo courut vers eux et en quelques secondes, les deux garçons étaient dans la terre en faisant des bruits de moteur, acceptant complètement le cadeau. Lucas laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas qui le retenait. Les larmes lui piquèrent à nouveau les yeux. Il les aime. Ils ont 4 ans, Lucas, dit Manon doucement. Ils se fichent des étiquettes de prix. C'est une leçon que ta mère n'a jamais apprise. Elle fouilla dans son sac à main et sortit un jambon beurre emballé dans du papier aluminium. Elle le cassa en deux et lui tendit un morceau. Mange, ordonna-t-elle. Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis le mariage. Lucas prit le sandwich. C'était du pain baguette, du beurre et du jambon. Il avait meilleur goût que n'importe quel steak qu'il avait jamais mangé dans un restaurant étoilé Michelin. Alors, dit Manon, regardant les garçons jouer. Tu as besoin d'un travail? J'ai un diplôme de commerce de HEC Paris, dit Lucas. Mais ma mère m'a probablement mis sur liste noire dans toutes les grandes entreprises de la ville. Bien, dit Manon. La vie d'entreprise te rend misérable de toute façon. Mon cabinet a besoin d'un assistant juridique. Ça paie mal. La patronne est exigeante, et tu devras aller chercher ton propre café. Lucas la regarda, stupéfait. Tu m'embaucherais? J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la fraude d'entreprise pour m'aider à passer au crible les documents que Chloé m'a donnés, dit Manon. Nous allons poursuivre ta mère, Lucas. Pas pour la garde, pour dommages et intérêts, pour détresse émotionnelle, pour l'écoute illégale de mes dossiers médicaux. Nous allons la faire tomber. Tu en es? Lucas regarda ses fils jouer dans la terre avec les camions bon marché. Il regarda la femme qui avait construit une forteresse pour les protéger. Il sentit un feu s'allumer dans son ventre, non pas de rage, mais de but. J'en suis, dit Lucas. Quand est-ce que je commence? Lundi à 8 heures, Manon se leva. Sois pas en retard. Et Lucas? Ouais, tu es doué avec les garçons, dit-elle. Ne disparais juste pas à nouveau. Jamais, jura Lucas. Mais alors qu'il regardait les garçons jouer, une berline noire passa lentement devant l'entrée du parc. La vitre était teintée, mais la plaque d'immatriculation était familière. Monique n'avait pas fini. Elle avait perdu la bataille juridique, mais elle était sur le point de commencer une autre sorte de guerre. Et cette fois, elle ne visait pas les parents. Elle visait la curiosité des garçons. Alors que Lucas et Manon rangeaient leurs affaires pour partir, Théo traîna derrière. Une vitre de la berline s'abaissa. Une main s'étendit tenant quelque chose de brillant. Une tablette diffusant le dessin animé préféré des garçons. Et là, petit. Une voix roucoula depuis la voiture. Ce n'était pas Monique. C'était un inconnu engagé. Tu veux voir la suite de l'émission? Théo fit un pas vers la voiture. Théo! Cria Manon en se retournant. Les pneus de la berline crissèrent alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse, laissant Théo debout confus sur le trottoir. Lucas sprinta, ramassant son fils, son cœur martelant contre ses côtes. Il regarda la voiture s'éloigner. Elle essaie de les enlever, réalisa Lucas, son sang se glaçant. Elle ne va pas attendre les tribunaux. Le visage de Manon se durcit comme de la pierre. Alors on arrête de jouer la défense. Il est temps de passer à l'offensive. La berline noire s'éloignant du parc n'était pas juste une menace. C'était une déclaration de guerre. Monique de Saint-Hubert avait franchi la ligne invisible qui sépare une matriarche manipulatrice d'une criminelle. Elle avait ciblé les enfants. Pour Manon et Lucas, le temps des manœuvres défensives dans les salles d'audience était révolu. Ils ne pouvaient pas attendre la lenteur du système judiciaire pendant que Monique opérait dans l'ombre. Ils devaient couper la tête du serpent, et ils devaient le faire maintenant. La salle de guerre était la salle de pause exiguë éclairée au néon du cabinet Lefebvre et Associés. Elle sentait le café rassis et le pop-corn micro-ondable, un contraste frappant avec les salles de conseil en acajou auxquelles Lucas était habitué. Mais assis à la table en plastique bancal, portant un t-shirt et un jean, Lucas avait l'air plus vivant, plus redoutable qu'il ne l'avait jamais été dans un costume 3 pièces. Il se penchait sur un labyrinthe de dossiers financiers, ses yeux scannant les registres numériques avec la concentration d'un prédateur. Manon faisait les 100 pas dans la petite pièce, les bras croisés,
l'adrénaline de l'incident du parc bourdonnant encore dans ses veines. Elle est vulnérable, dit soudain Lucas, son doigt pointant l'écran de l'ordinateur portable. Il leva les yeux, ses yeux brillant d'une intensité dangereuse. Regarde ça, Manon. Elle a été négligente, arrogante. Manon se pencha par-dessus son épaule. Qu'est-ce que je regarde? La liquidité, expliqua Lucas, sa voix basse et urgente. Elle utilise le capital d'exploitation de l'entreprise pour couvrir des pertes personnelles dues à de mauvais investissements dans le transport maritime offshore. Elle perd de l'argent, et elle essaie de boucher les trous avant l'audit trimestriel. Il fit défiler le tableur. Si le conseil d'administration découvre qu'elle a utilisé les actifs de l'entreprise pour financer ses vendettas personnels, y compris la surveillance sur toi, les pots de vin, les enquêteurs privés. Ils ne vont pas juste la virer, ils vont la détruire. Nous savons qu'elle l'a fait, dit Manon, la frustration serrant sa mâchoire. Mais le savoir et le prouver sont deux choses différentes. Nous avons besoin des journaux d'autorisation. Nous avons besoin de lier l'argent aux ordres. Et ceux-ci sont sur son serveur privé au domaine. Lucas hocha la tête sombrement. Je connais le code d'accès. Ou je le connaissais. C'est son anniversaire. Elle est trop narcissique pour le changer. Elle croit qu'elle est intouchable. Mais tu ne peux pas aller sur la propriété, contre Manon, la réalité de leur situation s'installant. L'ordonnance restrictive fonctionne dans les deux sens, Lucas. Si tu mets le pied sur le domaine, elle te fera arrêter pour violation de propriété avant même que tu puisses toucher un clavier. Elle a probablement la sécurité qui surveille le périmètre spécifiquement pour toi. Je n'irai pas, dit Lucas, un sourire sombre touchant ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de bonheur, mais de précision tactique. Mais je connais quelqu'un qui a encore accès. Quelqu'un qui connaît les lieux, connaît l'emploi du temps, et en ce moment déteste ma mère presque autant que nous. Manon haussa un sourcil. Qui? Chloé. Plus tard cette nuit-là, le téléphone sonna dans le somptueux appartement pantouse solitaire de Chloé de Vendeuvre. La mariée et conduite était assise sur son canapé en velours, un verre de vin rouge coûteux à la main, fixant d'un air absent une pile de cadeaux de mariage retournés qui attendaient d'être renvoyés. Le silence de l'appartement était assourdissant. Elle vit l'identifiant de l'appelant et hésita. Puis, avec un soupir de résignation, elle répondit « Allô ?» Chloé. C'est Lucas. Le son de sa voix apporta une nouvelle vague de douleur, mais elle était plus sourde maintenant, remplacée par une colère latente. Tu as beaucoup de culot de m'appeler, Lucas. Après tout. Je sais, dit Lucas, sa voix dépouillée de toute excuse. Et je suis désolé. Vraiment, je n'ai jamais voulu te blesser. Mais j'ai besoin de ton aide pour l'arrêter. Elle a essayé d'attraper Théo au parc aujourd'hui. Elle a essayé de kidnapper mon fils. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Chloé posa son verre de vin sur le sous-verre en marbre avec un tintement sec. L'image du petit garçon aux cheveux bouclés flasha dans son esprit. Le spectateur innocent dans le jeu de Monique. Elle s'en est prise aux enfants? Demanda Chloé, sa voix tremblant légèrement. Oui, elle passe à la vitesse supérieure. Nous avons besoin des journaux du serveur de son bureau pour prouver qu'elle détourne des fonds. Si nous ne l'arrêtons pas, elle les prendra, Chloé. Tu sais qu'elle le fera. Chloé se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur les lumières de la ville. Elle pensa à la façon dont Monique l'avait traitée, non pas comme une belle-fille, mais comme une acquisition de fusion. Elle pensa au regard froid et calculateur dans les yeux de Monique quand elle parlait d'héritage. Tu as toujours ta carte magnétique pour le domaine, n'est-ce pas? Pressa Lucas doucement. Elle ne l'aurait pas encore révoquée. Elle pense toujours qu'elle peut arranger les choses avec ton père pour sauver la fusion. Chloé regarda son reflet dans la vitre. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à quelqu'un qui était prêt à riposter. J'arrive, dit Chloé. La chute était prévue pour le gala annuel des actionnaires de Saint-Hubert. C'était le joyau de la saison sociale, une soirée cravate noire tenue dans la même grande salle de bal où le mariage désastreux avait eu lieu seulement une semaine auparavant. L'ironie était intentionnelle. Monique voulait écraser le souvenir du scandale par un étalage de puissance inébranlable. La salle était remplie de l'élite de la ville, de titans de l'industrie, de politiciens et d'investisseurs nerveux tenant des flûtes de champagne.
Monique de Saint-Hubert se tenait sur l'estrade, baignée dans un projecteur qui faisait scintiller sa robe dorée comme une armure. Elle avait l'air impérieuse, intacte face au chaos tourbillonnant autour de son nom de famille. Les rumeurs de discorde familiale sont grandement exagérées, mentit Monique dans le micro, sa voix douce comme de la soie. Elle adressa un sourire éblouissant et répétait à la foule. Mon fils prend simplement une année sabbatique pour se concentrer sur des projets personnels. L'héritage Saint-Hubert est inébranlable. En fait, l'entreprise est plus forte que jamais, et nos projections pour le prochain trimestre sont. Elle ne finit jamais sa phrase. Soudain, l'écran LED massif derrière elle, qui affichait le logo de Saint-Hubert Industries, clignota violemment. L'écusson doré se dissolut en statique. Un murmure parcourut la foule. Monique se retourna, la confusion gâchant son calme parfait. À la place du logo, une vidéo commença à jouer. C'était une image de sécurité granuleuse en noir et blanc datée d'il y a 3 semaines. Elle montrait Monique dans son bureau privé, le visage tordu par un masque de fureur alors qu'elle criait sur un homme en costume recroquevillé. L'audio diffusé par les haut-parleurs haute fidélité de la salle de bal était cristallin. Je me fiche que ce soit illégal. Falsifier les rapports. Si le conseil découvre que j'ai utilisé le fonds de pension pour payer le pot de vin au juge, nous sommes ruinés. Faites-le. La salle de bal halta comme une seule entité. Le son était comme si l'air était aspiré de la pièce. Monique se figea, les yeux écarquillés d'horreur alors qu'elle regardait son propre fantôme numérique confesser ses crimes aux gens qu'elle avait passé une vie à tromper. Puis l'image changea. Ce n'était plus de la vidéo. C'était des données. Un tableur, la preuve accablante que Lucas et Manon avaient trouvée, corroborée par les journaux que Chloé avait extraits, remplit l'écran. Des rangées surlignées en rouge montraient des millions d'euros siphonnés des comptes de l'entreprise, des paiements à des enquêteurs privés, des pots de vin à des greffiers, de l'argent du silence. Monique se tenait paralysée sur scène, une statue dorée de la ruine. Elle regarda dans l'obscurité aveuglante de la foule, cherchant un allié, mais ne trouvant que choc et jugement. Puis elle les vit. Debout tout au fond de la salle, près des lourdes portes en chêne, se trouvait une triade de justice. Manon se tenait au centre, portant un tailleur blanc pointu qui brillait dans la pénombre. À côté d'elle se trouvait Lucas, sa main reposant protectrice sur le bas de son dos, et les flanquants se trouvait Chloé de Vendeuvre, tenant une tablette, son doigt planant sur le bouton d'envoi qui venait de diffuser la preuve à tous les médias, organismes de réglementation et actionnaires du pays. Mesdames et messieurs, la voix de Lucas résonna depuis le fond de la salle. Il n'avait pas besoin de micro. L'autorité dans sa voix portait jusqu'au chevron. En tant qu'actionnaire majeur de Saint-Hubert Industries, je demande un vote immédiat de défiance. Appuyez! Cria un homme aux cheveux argentés près de l'avant. Le père de Chloé, regardant Monique avec un dédain total. Monique attrapa le pied du micro, ses articulations blanches. La panique fit craquer sa voix. Non. C'est un mensonge. C'est un deepfake. C'est une conspiration pour. 2 gardes de sécurité, ceux-là même qu'elle avait engagés pour empêcher Manon d'entrer, commencèrent à se diriger vers la scène, mais ils n'étaient pas là pour la protéger. 2 officiers de police, le visage sombre et sérieux, sortirent des coulisses, séparant la mère d'invités stupéfaits. Monique de Saint-Hubert, annonça l'officier principal, sa voix amplifiée par le silence stupéfait de la salle. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude d'entreprise et complot en vue d'enlèvement. Alors que les officiers montaient les escaliers et lui passaient les menottes, l'illusion du pouvoir de Monique se brisa complètement. Elle semblait petite, vieille et désespérée. Elle scanna frénétiquement la salle jusqu'à ce que ses yeux se verrouillent sur Lucas. « Lucas !» cria-t-elle alors qu'il commençait à l'emmener, sa dignité oubliée. « J'ai fait ça pour toi. Tout ce que j'ai fait était pour toi. Tu n'es rien sans moi. Tu m'entends ? Rien. » Lucas ne broncha pas. Il ne détourna pas le regard. Il regarda sa mère être conduite hors de sa vie. La toxicité enfin n'excisait. Il se tourna vers Manon, ses yeux clairs et calmes pour la première fois depuis des années. « Prête à rentrer à la maison ? » demanda-t-il doucement. Manon lui serra la main, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Prête. 6 mois plus tard, le château de la Loire fut vendu discrètement à un promoteur.
Le produit alla presque entièrement au remboursement du fonds de pension que Monique avait pillé et au règlement des procès. Le « musée », comme l'avait appelé Manon, avait disparu. Lucas ne réemménagea pas dans un manoir. Il ne voulait pas de sol en marbre ou de plafond à la feuille d'or. Au lieu de cela, lui et Manon achetèrent une maison de campagne en Provence, un peu désordonnée et magnifique. Elle avait une terrasse qui avait besoin d'être peinte, un grand jardin qui avait besoin d'être tondu, et c'était parfait. C'était un dimanche après-midi, doré et paresseux. L'odeur des herbes de Provence et de la cuisine en plein air remplissait l'air. Lucas se tenait devant un grand réchaud d'extérieur, remuant doucement la sauce onctueuse d'un bœuf bourguignon avec la concentration d'un expert en déminage. Il portait un tablier que Manon lui avait acheté pour rire, sur lequel on pouvait lire « Embrasser le chef » en lettres rouges grasses. Manon était assise sur la balancelle du porche, un verre de limonade à la main, regardant la scène se dérouler. Léo et Théo se roulaient dans l'herbe, leur rire résonnant comme des cloches. Ils luttaient avec un nouvel ajout à la famille. Un chiot golden retriever maladroit et enthousiaste qu'ils avaient nommé Justice. Et, appela Lucas, essuyant une trace de suie de son front avec le dos de sa main. C'est prêt. Qui a faim? Moi. Moi. Les jumeaux se levèrent précipitamment, abandonnant le chiot pour courir vers la table de pique-nique. Manon marcha vers Lucas, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière et posant son menton sur son épaule. Tu sais, pour un ancien milliardaire, tu te débrouilles pas mal en cuisine traditionnelle. Ex-milliardaire, la corrigea Lucas avec un sourire, se tournant dans ses bras pour embrasser son front. Je suis juste un assistant juridique junior maintenant, mais les avantages sociaux sont bien meilleurs. Il regarda au-delà d'elle les garçons mangeant avec des visages barbouillés, en sécurité et libres. Ils n'avaient pas eu ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, des contes de fées. Ils avaient des disputes sur les factures d'électricité. Ils avaient des nuits sans sommeil quand les garçons faisaient des cauchemars. Ils avaient la réalité désordonnée, chaotique et belle de la vie. Et alors que Lucas serrait Manon contre lui, regardant le soleil plonger sous l'horizon, il savait qu'il n'échangerait pas cette vie pour tous les diamants du coffre de Monique. L'erreur que Monique avait tant essayé d'effacer était devenue la seule chose qui comptait. En fin de compte, la serveuse n'avait pas seulement survécu à la reine. Elle avait réécrit l'histoire du royaume. Et c'est ainsi que l'arrogance d'une mère cruelle a conduit à sa propre chute absolue, prouvant que si l'argent peut acheter le silence, il ne peut pas acheter la loyauté. L'histoire de Lucas et Manon est un rappel puissant que la famille la plus forte n'est pas celle avec le plus de zéro sur le compte en banque, mais celle qui se bat l'un pour l'autre quand le monde lui tourne le dos.